On nous veut dignité nous parce que c'est le premier côté à attaquer nous. On nous kebe tête nous, on nous grâce bête nous, on nous croit dans tête. Nous c'est berceau, c'est la énergie couchée. Nous c'est cerceau pour qu'il y ait sans dignité. Nous c'est comment je dis fait en bas chaud de pays. Nous c'est en grand l'engin de guerre. Nous c'est racines qui vivent notre pays. Nous c'est très d'union, nos bidons de l'essence pièce. Nous c'est la jeunesse qui met tête nous, crasé bête nous, ouais notre tête nous. Faut nous qui met tête nous, crasé bête nous, ouais notre tête nous. Faut nous qui met tête nous, crasé bête nous, ouais notre tête nous. Faut nous qui met tête nous, crasé bête nous, ouais notre tête nous. Toi-même tu sais, on va pas se laisser conduire. On doit être au volant, on va pas se laisser réduire en simple cerf-volant. Nous que l'oublier si nous c'est force. Parfois yo nous tant que nous c'est bourrique chargé. Nous que l'oublier nous dans toute sauce. Jeunesse en Haïti a pas qu'à désengagé. On nous recommence à pratiquer sport, toute discipline. On nous éviter alcool, à drogue pour nous rester clean. Si en pile fois gen moun qui plie ça nous y est. C'est parce que en pile fois nous plier ça nous y est. Nous c'est gardiens qui veillent bouteille. Les grands moun yo fait c'est nous qui booster. L'en réaliser force que nous gagnons. N'a marché c'est bon carré même les n'a saigné. Non c'est pas le mis qui campé. Non j'ai planète là. Non c'est sentinelle qui l'a pour baiser. Bouton à l'état. C'est la jeunesse qui met tête nous. Crasé bête nous. Ouais notre tête nous. Faut nous qui met tête nous. Crasé bête nous. Ouais notre tête nous. Faut nous qui met tête nous. Crasé bête nous. Ouais notre tête nous. Si la vie son cadeau, jeunesse c'est escompte. Avant la mort vieillesse, quand même calme d'un compte. Pour nous réussir dans la vie, visa c'est l'école à sport. Paresse, drogue, alcool, pas même dans nos passeports. Bienvenue à tout le monde sur ce direct. Comme annoncé, nous allons lire ensemble Gouverneur de la Rosée, un très beau texte d'un éminent écrivain du XXe siècle qui répond au nom de Jacques Roumain. Et je dis déjà bienvenue à ces 5 participants qui viennent sur la page de Zanta Info Plus pour suivre, pour partager, liker
participer dans ce... Et aujourd'hui, c'est la grande première. Nous allons l'autre dimanche, nous allons continuer et arriver à la fin de ce livre. Vous allez donner vos avis, vos commentaires. Et si vous l'avez déjà lu, vous allez dire sur quel angle vous l'avez vu dans l'émission. Vous allez donner vos critiques. Vous allez dire est-ce que vous appréciez le texte ou non. Et nous allons échanger. Nous, ces racines qui vivront les insomniés. C'est la jeunesse qui était nous raser. On va pas se laisser conduire, on doit être au volant, on va pas se laisser réduire en simple cerf-volant. Nous que l'oublier c'est nous c'est force, parfois yo nous tant que nous c'est bourrique chargé. Nous que l'oublier nous dans toute sauce, jeunesse en Haïti avec des engagés. On nous recommence À noter que Jacques Roumain, cet écrivain du XXe siècle, Si en pile fois a participé amplement dans des mouvements contre l'occupation américaine du 1915. Lui, il est né en 1907 et il est mort en 1944. Et Gouverneur de la Rosée, c'est son œuvre posthume. C'est son œuvre posthume, œuvre publiée après sa mort. Et il avait comme ami, ou bien comme collègue, Karl Bohr, Émile Roumer. Et c'était un patriote. Il a effectué beaucoup de voyages, a étudié à la Sorbonne. Il est passé dans pas mal de pays. Il a été exilé plusieurs fois et retourne dans son pays natal qui est Haïti. Il a occupé des postes vraiment prestigieux et était même chef de division. Et il a fait couler beaucoup d'encre pour que nous jouissions cette liberté que nous avons aujourd'hui. C'est lui qui a rédigé Montagne ensorcelée, Les Fantoches, Gouverneur de la Rosée. Et dans l'un de ses écrits, il a parlé de la campagne anti-superstitieuse que nous appelons en créole campagne rejetée. Aujourd'hui, nous allons ensemble jeter un coup d'œil sur ce très beau texte intitulé Gouverneur de la Rosée, qui est un classique de dimension internationale, traduit en plus de 20 langues, en plus d'une vingtaine de langues, joué comme théâtre, et on a même fait des longs métrages là-dessus. Et jusqu'à présent, cet écrit-là est loin d'être périmé, cet écrit-là est loin d'être périmé, les amis.
Alors, partagez, nous allons lancer la lecture. Pour que nous puissions approfondir cette œuvre qui marque la Sorbonne, qui marque l'académie de son siècle, qui marque les plus éminents poètes de son temps et qui continue à nous marquer encore. Et nous pouvions dire que c'est une œuvre type, ou bien c'est une œuvre synonyme de l'œuvre de Shakespeare comme Roméo et Juliette, parce que il y a de la tragédie là-dedans, il y a l'amour, en parallèle avec l'amour de Roméo et Juliette, il y a l'amour de Manuel et d'Anaïs, mais il y a quelque chose encore de plus grand dans ce texte, c'est la réconciliation des familles. L'eau trouvée à Font-Rouge, la sécheresse terminée, tout ça à cause de Manuel. Et Manuel, lui, il ne s'est pas suicidé. Il ne nous encourage pas à nous suicider. Comme dans l'œuvre de Shakespeare, Anaïs, au contraire, a donné la vie à un petit Manuel au lieu de se suicider en retour. Et nous voyons en cet homme, un homme qui surpasse de loin beaucoup d'écrivains de sa génération et encore beaucoup d'écrivains qui vivent encore aujourd'hui. Alors n'hésitez pas les amis, n'hésitez pas à liker, à partager. Nous voulons qu'un grand nombre de personnes soient spectateurs de cette lecture. Gouverneur de la Rosée, roman, texte de Jacques Roumain. Nous sommes au premier chapitre. Nous mourrons tous. Et elle plonge sa main dans la poussière. La vieille délira délivrance, dit: nous mourrons tous, les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. Ô Jésus, Marie, Sainte Vierge. Et la poussière coule entre ses doigts. La même poussière que le vent rabat d'une haleine sèche sur le camp, sur le champ dévasté de petits milles, sur la haute barrière de cactus rongés de vert de gris, sur les arbres, ces bayaondes rouillées. La poussière monte de la grande route et la vieille Délira est accroupie devant sa case. Elle ne lève pas les yeux. Elle remue la tête doucement. Son madras a glissé de côté et on voit une mèche grise saupoudrée, dirait-on, de cette même poussière qui coule entre ses doigts, comme un chapelet de misère. Alors, elle répète: nous mourrons tous. Et elle appelle le bon Dieu. Mais c'est inutile, parce qu'il y a si tellement beaucoup de pauvres créatures qui aiment le bon Dieu, de tout leur courage, que ça fait un grand bruit ennuyant. Et le bon Dieu l'entend et il crie: quel est foutre tout ce bruit? Et il se bouche les oreilles. C'est la vérité. Et l'homme est abandonné. Bien-aimé, son mari fume sa pipe.
la chaise calée contre le tronc d'un calebassier, la fumée ou sa barbe cotonneuse s'envole au vent. Oui, dit-il, en vérité, le nègre est une pauvre créature. Délira semble ne pas l'entendre. Une bande de corbeaux s'abat sur les chandeliers, leur croassement enroué racle l'entendement. Puis ils se laissent tomber d'une volée dans le champ calciné, comme des morceaux de charbon dispersés. Bien-aimé appelle. Délira! Délira, oh! Elle ne répond pas. Femme! Crie-t-il. Elle lève la tête. Bien-aimé brandit sa pipe comme un point d'interrogation. Le Seigneur, c'est le Créateur, pas vrai? Réponds. Le Seigneur, c'est le Créateur du ciel et de la terre, pas vrai? Elle fait. Oui, mais de mauvaise grâce. Eh bien, la terre est dans la douleur. La terre est dans la misère. Alors, le Seigneur, c'est le créateur de la douleur, c'est le créateur de la misère. Il tire de courtes bouffées triomphantes et lance un long jet sifflant de salive. Délira lui jette un regard plein de colère. Ne me tourmente pas, maudit. Est-ce que j'ai pas assez des tracas comme ça? La misère, je la connais moi-même. Tout mon corps me fait mal, tout mon corps accouche la misère moi-même. J'ai pas besoin qu'on me baille la bénédiction du ciel et de l'enfer. Puis avec une grande tristesse, et ses yeux sont pleins de larmes, elle dit doucement, « Oh, bien-aimé, nègre en moins, bien-aimé tous rudement, il voudrait peut-être dire quelque chose. Le malheur bouleverse comme la bile, ça remonte à la bouche, et alors, les paroles sont amères. » Délira se lève avec peine. C'est comme si elle faisait un effort pour rajuster son corps. Toutes les tribulations de l'existence ont froissé son visage noir comme un livre ouvert à la page de la misère. Mais ses yeux ont une lumière de source, et c'est pourquoi bien-aimé détourne son regard. Elle a fait quelques pas, et elle est entrée dans la maison. Au-delà des baies à ondes, une vapeur s'élève, où se perd dans un dessin brouillé la ligne à moitié effacée des mondes lointains. Le ciel n'a pas une fissure, ce n'est qu'une plaque de tôle brûlante. Derrière la maison, la colline arrondie est semblable à une tête de négresse aux cheveux en grains de poivre. De maigres broussailles en touffes espacées à ras du sol. Plus loin, comme une sombre épaule contre le ciel, un autre morne se dresse, parcouru de ravinements étincelants. Les érosions ont mis à nu de longues coulées de roches. Elles ont saigné la terre jusqu'à l'os. Pour sûr qu'ils avaient eu tort de déboiser, du vivant encore de défunt Josaphat Jean-Joseph, le père de bien-aimé. Les arbres poussaient drus là-haut. Ils avaient incendié le bois pour faire des jardins de vivres, planté des pois Congo sur le plateau, le maïs à flanc de coteaux. Travailler durement en nègres conséquents, en travailleurs de la terre qui savent qu'ils ne pourront porter un morceau à la bouche s'ils ne l'ont extrait du sol par un labeur viril. Et la terre avait répondu, c'est comme une femme qui d'abord se débat, mais la force de l'homme, c'est la justice. Alors elle dit, prends ton plaisir. À l'époque, on vivait tous en bonne harmonie, unis comme les doigts de la main, et le kumbit réunissait le voisinage pour la récolte ou le défrichage. Bien-aimé se lève, il marche à pas indécis vers le champ. Une herbe sèche comme de l'étoupe a envahi le canal. Il y a longtemps que les hautes tiges des roseaux se sont affaissées mêlées à la terre. Le fond du canal est craquelé comme une vieille faïence verdie de matière végétale pourrie. Avant, l'eau y courait libre, au soleil,
Son bruissement et sa lumière faisaient un doux rire de couteau. Le petit mille poussait serré, dissimulait la case à la vue de la grande route. Ah, c'est Kumbit, songe bien-aimé. Dès le petit jour, il était là en chef d'escouade sérieux avec ses hommes, tous habitants de grand courage. Dufontaine, Beauséjour, cousin Aristène, Pyrilis, Dieudonné, beau-frère Myrilien, Fortuné Jean, compère Boiron, le Simidor Antoine, un nègre habile à chanter, capable de remuer avec sa langue plus de malice que 10 commères ensemble. Mais c'était sans méchanceté. Rien que pour l'amusement, parole d'honneur. On entrait dans l'herbe de Guinée, les pieds nus dans la rosée, le ciel pâli, la fraîcheur, le carillon de pintades sauvages au loin. Peu à peu, les arbres noircis, leur feuillage encore chargé de lambeaux, d'ombre, reprenaient leur couleur. Une huile de lumière les baignait. Un madras de nuages souffrait, saignait le sommet des mondes élevés. Le pays émergeait du sommeil. Dans la cour de Rosanna, le tamarinier lançait soudain, comme une poignée de gravier, un tourbillonnement criard de corneilles. Cassamajor Beaubrun, sa femme Rosanna et leurs 2 garçons les saluaient. Il disait, « Frère, merci, oui, question de politesse, parce qu'un service, ça se prête de bon vouloir. Aujourd'hui, je travaille. Ton champ, toi, demain le mien. L'entraide, c'est l'amitié des malheureux, n'est-ce pas? » Un moment après, arrivaient de leur côté Siméon et Doriska, avec une vingtaine de nègres gaillards. On laissait Rosanna s'affairer dans l'ombrage du tamarinier autour de ses chaudières et des grands récipients de fer blanc, d'où montait déjà le bredouillement volubile de l'eau qui bout. Délira et d'autres voisines viendraient plus tard lui donner un coup de main. Les hommes s'en allaient, là-haut sur l'épaule. Le jardin nettoyé était au tournant du sentier, protégé par un entourage de bambous entrecroisés. Des lianes aux fleurs mauves et blanches s'y accrochaient en buissons désordonnés. Dans les coques dorées, des assorossis s'épanouissaient, une pulpe comme un velours de muqueuse. Ils écartaient les lattes mobiles de la barrière. À l'entrée du jardin, le crâne d'un bœuf blanchi sur un poteau. Maintenant, ils mesuraient leur tache du regard. Ce carreau d'herbe folle embrouillé de plantes rampantes, mais c'était de la bonne terre. Il la rendait aussi nette que le dessus d'une table fraîchement rabotée. Beaubrun, cette année, voulait y essayer des aubergines. « Alignez !» criaient les chefs d'escouade. Le Simidor Antoine passait en travers de ses épaules la bandoulière du tambour. Bien-Aimé prenait sa place de commandant devant la rangée de ses hommes. Le Simidor préludait par un bref battement, puis le rythme crépitait sous ses doigts. D'un élan unanime, il levait les hauts, haut en l'air. Un éclair de lumière en frappait le fer. Il brandissait une seconde, un arc de soleil. La voix du Simidor montait rauque et forte. « Hâtez !» D'un seul coup, les houes s'abattaient avec un choc sourd, attaquant le pelage malsain de la terre. Famelin dit mouché. Pinga, pinga ou touché moins. Pingaï. Les hommes avançaient en ligne. Ils sentaient dans leurs bras le chant d'Antoine, les pulsations précipitées du tambour comme un sang plus ardent. Et le soleil soudain était là, il moussait comme une écume de rosée sur le champ d'herbe. Honneur et respect. Maître soleil, soleil levant. Plus caressant et chaud qu'un duvet de poussin sur le dos rond d'une morne. Tout bleui un instant encore, dans la froidure de l'avant-jour. Ces hommes noirs te saluent d'un balancement de houx qui arrache du ciel de vives écharpes de lumière. Et le feuillage déchiqueté des arbres à pin, rapiécé d'azur,
et le feu du flamboyant longtemps couvé sous la cendre de la nuit et qui maintenant éclate en un boucan de pétales à la lisière des Bayaondes. Le chant obstiné des coqs alternait d'un jardin à l'autre. La ligne mouvante des habitants reprenait le mouvement refrain en une seule masse de voix. Ate, m'a demandé qui moun, qui en dedans Kaila. Qu'on peut répondre. C'est moi avec cousine moi. Assez. Brandissant les houes longuement emmanchées, couronnés d'éclairs et les laissant retomber avec une violence précise. Moi en dedans déjà, en paix haut, non point haut, passé haut, en l'air haut. Une circulation rythmique s'établissait entre le cœur battant du tambour et les mouvements des hommes. Le rythme était comme un flux puissant qui les pénétrait jusqu'au profond de leurs artères et nourrissait leurs muscles d'une vigueur renouvelée. Le chant emplissait le matin inondé de soleil. Le vent l'emportait au-delà des collines vers le plateau de Bellevue. Et comme mère Francilia, elle est devant sa case sous la tonnelle de vignes sauvages. Et comme mère Francilia, au milieu du battement d'ailes et du piaillement de la volaille à qui elle lance des grains de maïs. Je dis que ma commère Francilia se tournerait vers la rumeur de la plaine. Oui, qu'elle ferait, c'est la bonne saison, et elle lèverait la tête pour voir le ciel, sans une écahure de nuages. Monté comme un bol de porcelaine renversé, qu'il ne contenait pas une goutte de pluie. Le chant prendrait le chemin des roseaux, le long du canal. Il remonterait jusqu'à la source tapie au creux des ailes du morne, dans la laude senteur du creux des selles du morne, dans la laude senteur des fougères et des malangas, macérées dans l'ombrage et le suintement secret de l'eau. Peut-être qu'une jeune négresse du voisinage, Irésile Thérèse, Georgina, finit de remplir ses calebasses. Quand elle sort du courant, des bracelets de fraîcheur se défont autour de ses jambes. Elle dépose les calebasses dans un panier d'osier qu'elle équilibre sur sa tête. Elle marche dans le sentier humide. Au loin, le tambour délivre une ruche de sons bourdonnants. J'irai plus tard, se dit-elle. Un tel sera là, c'est son amoureux. Une chaleur l'envahit, une langueur heureuse. Elle se presse à longue enjambée, les bras balancés. Ses hanches roulent avec une merveilleuse douceur. Elle sourit. Au-dessus des Bayaondes flottent des haillons de fumée. Dans les clairières, les chardonniers déblaient les terres sous lesquelles le bois vert a brûlé à feu patient. Un arbre s'est fait pour vivre en paix, dans la couleur du jour et l'amitié du soleil, du vent, de la pluie. Ses racines s'enfoncent dans la fermentation grasse de la terre, aspirant les sucs élémentaires, les jus fortifiants. Il semble toujours perdu dans un grand rêve tranquille. L'obscure montée de la sève le fait gémir dans les chauds d'après-midi. C'est un rêve vivant qui connaît la course des nuages et presse les orages, parce qu'il est plein de nids d'oiseaux. Estinval essuie du revers de sa main ses yeux rougis. De l'arbre mutilé, il ne reste plus que le squelette calciné des branchages épars dans la cendre. Une charge de charbon que sa femme ira vendre au bourg de la Croix-des-Bouquets. Dommage qu'il ne puisse répondre à l'invitation du chant. La fumée lui a desséché la gorge. Sa bouche est amère comme s'il avait ruminé une pâte de papier. Pour certains, que ça lui ferait du bien, une boisson à la cannelle. Non, à l'anis. C'est plus fraîchant, c'est plus rafraîchissant. Une longue goulée d'alcool jusqu'au fin fond de l'estomac. Rosanna, chère, il dirait. Elle connaît sa faiblesse et en riant, lui offrirait la mesure des 3 doigts en éventail. Il crache épais et se remet à fourgonner le tas de terre mêlé de cendres. Vers les 11 heures,
le message du Kumbit s'affaiblissait. Ce n'était plus le bloc massif de voix soutenant l'effort des hommes. Le chant hésitait, s'élevait sans force, les ailes rognées. Il reprenait parfois, troué de silence, avec une rigueur décroissante. Le tambour bégayait encore un peu, mais il n'avait plus rien de son appel jovial. Quant à l'aube, le simidor le martelait avec une savante autorité. Ce n'était pas seulement le besoin de repos, la houe devenant de plus en plus lourde à manier, le joug de la fatigue sur la nuque raide, réchauffement du soleil, c'est que le travail finissait. Pourtant, on s'était à peine arrêté, le temps d'avaler une gorgée de tafia, de se détendre les reins. Dans le corps, c'est ce qu'il y a de plus récalcitrant, les reins. Mais ces habitants des mornes et des plaines, les bourgeois de la ville ont beau les appeler par dérision nègres à pied à terre, nègres va-nu-pieds, nègres orteils, trop pauvres qu'ils étaient pour s'acheter des souliers. Tant pis, et la merde pour eux, parce que question de courage au travail, nous sommes sans reproche. Et soyez comptés, nos grands pieds de travailleurs de la terre, on vous les foutra un jour dans le cul, salauds. Ils avaient accompli une rude besogne, gratté, raclé, nettoyé la face hirsute du champ. La mauvaise broussaille jonchait le sol. Beaubrun et ses garçons la rassemblaient pour y mettre le feu, ce qui avait été herbe inutile. Piquant, allié enchevêtré de lianes courantes, retomberait en cendres fertilisantes dans la terre remuée. Il avait son plein contentement, Beaubrun. Merci, voisin, qu'il répétait, Beaubrun. À votre service, voisin, nous répondions, nous autres. Mais à la hâte, on n'avait plus de temps pour les politesses, le manger attendait. Et quel manger? Quel mangeaille? Rosanna n'était pas une négresse chiche, c'était justice de le reconnaître. Tous ceux qui par dépit avaient dit des méchancetés sur son compte, parce que c'était une femme tout de bon, qu'il ne fallait pas essayer de dérespecter. Une bougresse avec qui on ne pouvait pas bêtiser, faisait leur mea culpa. C'était que le détour du chemin, une odeur venait à leur rencontre. Les saluait positivement, les enveloppait, les pénétrait, leur ouvrait dans l'estomac le creux agréable du grand goût. Et le simidor Antoine, qui, pas plus tard que l'avant-veille, avait reçu de Rosanna, lorsqu'il lui avait lancé une plaisanterie canaille, des détails d'une précision étonnante sur les débordements de sa propre mère. Humant, à larges narines la fumée des viandes, soupira avec une conviction solennelle. « Beaubrun, mon cher, votre madame est une bénédiction. Dans les chaudrons, les casseroles, les écueils, les écueils, s'empilait le griot de cochon pimenté à l'emporte-bouche, le maïs moulu à la morue. Et si tu voulais du riz, il y en avait aussi, du riz soleil avec des pois rouges étoffés de petits salés. Et des bananes, des patates, des ignames en gaspillage. Bien-aimé fait quelques pas et il est au bord de la grande route. Il s'appuie contre les lattes entrecroisées de la barrière. De l'autre côté, c'est le même découragement. La poussière s'élève, tournoie en tourbillon épais et s'abat sur les chandeliers. L'herbe mauvaise et espacée, rongée à ras du sol, comme une pelade. Autrefois, en cette saison, dès le matin, le ciel se mettait à la grisaille. Les nuages s'assemblaient gonflés de pluie. Pas une grosse pluie, non, tout juste, quand les nuages crevaient comme des sacs trop pleins. Une petite farinade, mais persistante, avec quelques éclaircies de soleil. Elle ne suffisait pas à gorger la terre, mais elle la rafraîchissait, la préparait pour les grandes ondées. Elle lustrait les jeunes pousses du maïs et du petit mil. Le vert et la lumière aidant.
Les branches du campèche décrochaient à tout instant une volée d'ortolans. À l'Angélus, les pintades sauvages venaient boire frileusement le long des flaques, à la lisière du chemin. Et si on les effarouchait, s'envolaient lourdement, tout engourdis et englués de pluie. Puis, le temps commençait à changer. Vers midi, une chaleur grasse enveloppait les champs et les arbres accablés. Une fine vapeur dansait et vibrait comme un essaim dans le silence que seul troublait le stridulement acide des criquets. Le ciel se décomposait en boursouflures livides qui fonçaient vers le plus tard et se mouvaient pesamment au-dessus des mornes, parcourus d'éclairs et de grondements sourdement répercutés. Le soleil ne paraissait dans les rares décousures des nuages que comme un rayonnement lointain, d'une pâleur plombée et qui blessait le regard. Au fond de l'horizon montait tout à coup une rumeur confuse et grossissante. Un souffle énorme et rageur. Les habitants attardés aux champs pressaient le pas. La houe sur l'épaule, les arbres ployaient soudain. Un rideau de pluie accourait violemment, agité dans l'aboiement ininterrompu de l'orage. La pluie était déjà là. D'abord quelques gouttes chaudes et précipitées, puis percées d'éclairs. Le ciel noir s'ouvrait pour l'averse, l'avalanche, la valasse torrentielle. Bien-aimé sur l'étroite galerie fermée par une balustrade ajourée et protégée par l'avancée du toit de chaume, contemplait sa terre, sa bonne terre, ses plantes ruisselantes, ses arbres balancés dans le champ de la pluie et du vent. La récolte serait bonne. Il avait peiné au soleil à longueur de journée. Cette pluie, c'était sa récompense. Il la regardait avec amitié, tombée en filets serrés. Il l'écoulait clapoté sur la dalle de pierre devant la tonnelle. Tant et tant de maïs, tant de pois Congo, le cochon engraissé. Cela ferait une nouvelle vareuse, une chemise et peut-être le poulain baie de voisin Jean-Jacques s'il voulait rabattre sur le prix. Il avait oublié Délira. « Chauffez le café, femme, dit-il. « Oui. » Ils lui achetèrent aussi une robe et le madras. Il bourra sa courte pipe d'argile. Voilà ce que c'était de vivre en bon ménage avec la terre. Mais tout ça, c'était le passé. Il n'en restait qu'un goût amer. On était déjà mort dans cette poussière, cette cendre tiède qui recouvrait ce qui autrefois avait été la vie. Oh, pas une vie facile, pour non. Mais on avait bon courage et après s'être gourmé avec la terre, après qu'on l'avait ouverte, tournée et retournée, mouillée de sueur, ensemencée comme une femelle, venait la satisfaction. Les plantes et les fruits et tous les épis. Il avait pensé à Jean-Jacques et le voici qui vient par le sentier. Aussi vieux maintenant, aussi inutile que lui, conduisant une maigre bourrique et laissant traîner la corde dans la poussière. « Frère, salue-t-il, et l'autre répond de même. Jean-Jacques demande des nouvelles de commère d'Érilia. Bien-aimé dit, « Comment va ma commère Lucia ?» Et il se donne le merci. La bourrique a une grande plaie sur le dos qui frémit sous les piqûres des mouches. « Adieu, oui, dit Jean-Jacques. Adieu, mon nègre, fait bien-aimé. » Et il regarda son voisin s'en aller avec son âne vers l'abreuvoir. Cette mare stagnante, cet œil boueux couvert d'une taie verdâtre où tous boivent, hommes et bêtes. Il y a si longtemps qu'il est parti. Il doit être mort maintenant, songe-t-elle. La vieille Délira pense à son garçon, Manuel, qu'il s'appelle. Parti il y a des années, couper la canne à sucre à Cuba. Il doit être mort maintenant, en pays étranger.
répète-t-elle. Il lui avait dit une dernière fois, maman. Elle l'avait embrassé. Elle avait tenu dans ses bras ce grand gaillard qui avait été à elle dans le profond de sa chair et de son sang, qui était sorti d'elle, de sa chair et de son sang, et qui était devenu cet homme à qui elle murmurait à travers ses larmes. Allez mon petit, la Vierge Altagrace vous protège. Et il avait tourné au coude de la route et il avait disparu. Ô fils de mon ventre, douleur de mon ventre, joie de ma vie, chagrin de ma vie, mon garçon, mon seul garçon. Elle s'arrête de moudre le café, accroupie sur le sol. Elle n'a plus une larme, mais il lui semble que son cœur s'est racorni dans sa poitrine et qu'elle s'est vidée de toute vie sauf de ce tourment inguérissable qui lui noue la gorge. Il devait rentrer après la zafra, ainsi que ces Espagnols appellent la récolte. Mais il n'était pas revenu. Elle l'avait entendu, elle l'avait attendu, mais il n'était pas arrivé. Parfois il lui arrivait de dire à bien-aimé, « Je me demande de quel côté est Manuel ?» Bien-aimé ne répondait pas. Il laissait s'éteindre sa pipe, il s'en allait à travers champs. Elle lui disait encore plus tard, « Bien-aimé, papa, de quel côté est notre garçon ?» Il lui répondait rudement, « Paix à ta bouche !» Mais elle avait pitié de ses mains qui tremblaient. Elle vida le tiroir du moulin, versa d'autres grains, reprit la manivelle. Ce n'était pas une grosse besogne, mais elle se sentait épuisée, à la limite de rester là, sans mouvement. Son vieux corps usé, abandonné à la mort, qui la confondrait enfin avec cette poussière, dans une nuit éternelle et sans mémoire. Elle se mit à chantonner. C'était comme un gémissement, une plainte de l'âme, un reproche infini à tous les saints et à ces divinités sourdes et aveugles d'Afrique qui ne l'avaient pas entendu, qui s'étaient détournées de sa douleur et de ses tribulations. Ô Sainte Vierge, au nom des saints de la terre, au nom des saints de la lune, au nom des saints des étoiles, au nom des saints du vent, au nom des saints des tempêtes, protège, je t'en prie, s'il te plaît, mon garçon en pays étranger. Ô maître des carrefours, ouvre-lui un chemin sans danger. Amen. Elle n'avait pas entendu revenir bien-aimé. Il s'assit près d'elle, dans le dos du morne. On voyait un rougeoiement trouble, mais le soleil était absent. Il chavirait déjà derrière le bois. Bientôt la nuit serait là, enveloppant de silence cette terre amère, noyant dans l'ombre apaisée du soleil ces hommes livrés au malheur. Et puis l'aube se lèverait avec le chant enroué des coqs. Le jour recommencerait, semblable à l'autre, et sans espoir. Merci à tous ceux et celles qui ont suivi. Aujourd'hui, c'est une grande première. Et nous disons merci aussi à nos partenaires, Nanous Makeup, Foulard, Rolando, Kaidor pour le graphique, et Zentra Info Plus, Toutouni Media, View Web Media, et surtout à vous qui suivez et qui vient de partager et qui continueront à partager. Ok, c'était le premier chapitre du très beau texte de Jacques Roumain, éminent écrivain du XXe siècle, intitulé Gouverneur de la Rosée. Et comme pour protagoniste Manuel. Au revoir et à dimanche prochain pour d'autres chapitres. Yeah.
laisser réduire